assez de masques pour le faire, mais que peut-être un jour, ça viendra. Monsieur le Premier ministre est attablé. Il enlève son masque. Il va nous dire qui l'a fabriqué. Un masque, c'est presque une toile impressionniste où je vois mal. On écoute. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, et nos deux invités aujourd'hui, Mme Sarah-Jeanne Labrousse, de même que M. Pierre-Luc Funk. Monsieur Legault, vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, vous dire, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par le designer Nathan Kong. C'est quelqu'un qui s'inspire de dessins qui sont faits par un groupe qui s'appelle Les Impatients, qui donne des cours de dessin aux personnes qui souffrent de santé mentale. Puis il y a une partie des profits qui va pour la santé mentale. Donc, beau projet de Nathan Kong. Merci. J'ai effectivement de la belle visite aujourd'hui. En plus de la ministre de la Santé et du directeur de la Santé publique, j'ai deux artistes avec moi, jeunes artistes qui ont beaucoup de talent. D'abord, Sarah-Jeanne Labrousse, que vous avez vue sûrement, excellente comédienne, animatrice aussi de Révolution, porte-parole de Tel Jeune. Et puis, c'est important parce qu'on est dans une période où c'est encore plus dur que d'habitude pour les jeunes. Donc, Sarah-Jeanne est la porte-parole. Et il y a maintenant, je voyais ça, des échanges, des conversations qui se font pas juste par téléphone, mais par texto avec les gens de Tel Jeune, donc ceux qui sont gênés de parler au téléphone. Puis en plus, qui gâte rien, 10e joueuse, ex-10e joueuse au monde de tennis. Au monde, non, au Canada. Au Canada. Au monde. Mais ça m'impressionne. 10e. Pierre-Luc Funk. Bonjour. Que j'ai toujours trouvé drôle, mais que j'ai découvert comme acteur dramatique dans Fragile. Franchement, ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir ça. C'est vraiment bon. Puis Pierre-Luc, avec Sarah-Jeanne, organise depuis 2 ans Mammouth, mais cette année, c'est le bal Mammouth, parce que, malheureusement, beaucoup de jeunes qui finissent leur secondaire 5 n'auront pas de bal, donc ils ont décidé d'organiser un bal virtuel. Donc, bravo, c'est une belle initiative. Et puis, ils sont ici aujourd'hui, après mon mot du jour. Ils vont vous parler un petit peu des consignes, les consignes qui doivent être respectées, entre autres, par les jeunes. Je commence avec le bilan de la journée. On a 85 décès. C'est un total de 4069. Donc, j'offre mes condoléances à toutes les familles, les proches des victimes. Vous dire que, par contre, dans les 85 décès, il y en a 42. C'était des décès qui datent de plus de 7 jours, entre autres à Laval. Donc, juste vous dire quand même, là, si on regarde les derniers 24 heures, c'est plus 43 que 85. On a 47 987 cas confirmés, une augmentation de 573. Il y en a, par contre, plus de 14 600 qui sont guéris. On a 1425 personnes hospitalisées. C'est une diminution de 10 par rapport à hier. On a 179 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 9. Peut-être un mot sur les tests. On en parle depuis longtemps. L'importance d'augmenter le nombre de tests. On faisait 6 000 tests par jour. Notre objectif, c'était de monter à 14 000 tests par jour. Vous dire que jeudi et vendredi dernier, on a réussi à faire plus de 15 000 tests, et le jeudi et le vendredi. Donc, bravo à toute l'équipe du Dr Arruda, Daniel, qui ont fait ces tests-là, ont fait les prélèvements, mais aussi aux Québécois, puis entre autres beaucoup à Montréal, qui ont accepté de se faire tester, là, qui ont accepté notre invitation. Le défi qu'on garde, c'est le défi du personnel dans les CHSLD. Donc, c'est important de le dire. On a actuellement beaucoup de personnes qui sont venues donner un coup de main, qui ne sont pas nécessairement formées en santé. Par contre, juste vous dire,
avec Daniel Mécan, puis avec le ministre de l'Éducation, va vous annoncer dans les prochaines semaines des cours qui vont être mis en place pour tous ceux qui acceptent de se former. Là, puis on va mettre, entre autres, des formations courtes de 3 mois qui devraient commencer vers la mi-juin pour tous ceux, toutes celles qui ont le goût d'aller travailler auprès des personnes vulnérables, entre autres des jeunes. On cherche des fois ce qu'on veut faire dans la vie. C'est valorisant d'aller travailler auprès de personnes qui sont vulnérables dans les CHSLD. Parlant des personnes qui sont dans les CHSLD, je veux faire une mise au point sur les demandeurs d'asile. Bon, d'abord, vous dire comment on est reconnaissant pour toutes les personnes qui sont allées travailler dans les CHSLD depuis 2 mois et demi, incluant des demandeurs d'asile. Bon, là, il faut comprendre, les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui sont rentrées au Canada et le critère pour savoir s'ils vont être acceptés comme réfugiés, c'est de savoir si leur sécurité physique est en danger dans leur pays. Ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça. Par contre, j'ai demandé spécifiquement au ministre de l'Immigration, donc à Simon-Jolin Barrette, de regarder les cas un par un pour voir si on est capable de les qualifier comme immigrants, puis de les accueillir chez nous, non pas comme réfugiés, mais comme immigrants. Donc, on va analyser chaque cas un par un, là, puis évidemment, c'est une façon de leur dire merci. Je sais qu'il reste beaucoup de secteurs qui ne sont pas ouverts. Bon, aujourd'hui, c'est une journée importante. Dans le Grand Montréal, on ouvre les commerces. Je veux vous dire aussi qu'en région, donc je vous annonce qu'en région, donc à l'extérieur du Grand Montréal, on va ouvrir les centres d'achat à partir du 1er juin. Donc, Pierre Fitzgibbon va expliquer les modalités un petit peu plus tard cet après-midi. Concernant les autres secteurs, je sais que je reçois beaucoup de courriels, de messages de gens qui demandent quand est-ce que ça va être mon tour. Là, je pense entre autres au camping, aux lieux de culte, aux restaurants, aux bars, aux gyms, les sports professionnels, les hôtels. Juste dire, là, on ne vous a pas oublié. On a une liste complète, puis on discute régulièrement avec la santé publique, à savoir quand on peut y aller graduellement, parce que l'idée, c'est toujours la même chose, c'est qu'il ne faut pas prendre le risque de venir engorger nos hôpitaux. Donc, il faut étirer ça sur un certain temps. Puis, peut-être un mot spécial sur les activités culturelles. Je profite du fait qu'on a 2 artistes aujourd'hui. Je sais que nos artistes sont très créatifs. J'ai une rencontre cet après-midi avec Nathalie Roy, la ministre de la Culture, puis on va vous annoncer dans les prochains jours des programmes d'aide financière pour aider les productions. Je pense que le gros bon sens, ça nous dit, puis on a déjà vu des exemples, qu'il y a des productions, tout en respectant le 2 mètres, qui peuvent être possibles. Évidemment, c'est pas mal plus compliqué quand il y a le temps de faire des scènes d'amour, là, mais d'être capable de faire des spectacles. On l'a vu, les 2 spectacles à la fête des mères, on le voit, des émissions comme Bonsoir, Bonsoir. Puis moi, j'ai confiance que les artistes, entre autres les jeunes, vont être capables de trouver une manière de respecter les consignes, mais de relancer les productions. Puis je veux vous dire, les Québécois ont hâte de revoir leurs artistes, ont hâte. Puis je pense que ça ferait du bien au moral des Québécois. Donc, on va en faire plus que moins de ce côté-là financièrement pour que toutes les productions qu'on est capable de faire avec les nouvelles normes, consignes qu'on se donne, qu'on soit capable de le faire rapidement. Je termine en faisant mes remerciements du jour, justement pour les jeunes. Je pense que ça n'a pas été facile les derniers 10, 11 semaines pour les jeunes. Les jeunes ont été patients, ont quand même, là, parce que parfois, on voit des
quelques exceptions qui ne respectent pas les consignes, mais moi, j'en vois beaucoup, beaucoup de jeunes qui respectent les consignes. Puis maintenant, bien, les jeunes, c'est notre avenir, c'est la créativité. Moi, je suis convaincu qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, d'innover puis de trouver des façons de s'adapter et de faire avancer ce nouveau monde. Donc, je passe maintenant la parole à deux jeunes qui sont des modèles, qui sont vraiment une fierté pour l'ensemble des Québécois, qui ont un message à vous livrer. Pardon? Quelques mots en anglais. Oh, je voulais dire quelques mots en anglais, Nadia, avant. Je pense qu'elle est là. C'est juste que moi, il faut vraiment que je parle en ce moment. Good afternoon. Bonjour. Je suis vraiment content d'avoir deux jeunes comédiens avec moi aujourd'hui, Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk. Je sais que cela a été difficile pour les jeunes depuis quelques mois. Nos diplômés du secondaire n'ont pas pu avoir leur bal de finissant, mais Sarah-Jeanne et Pierre-Luc vont en organiser un à Télé-Québec le 19 juin. J'aimerais les remercier de cette initiative. J'aimerais également envoyer un message aux jeunes Québécois. Si vous voulez vous occuper des plus vulnérables parmi nous, si vous cherchez un emploi vraiment nourrissant où vous pouvez changer les choses dans la vie des gens, nous pourrions profiter de votre volonté d'aider dans notre système de santé. Donc, nous vous invitons à envisager la formation que nous annoncerons d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, j'annonce également que les centres commerciaux à l'extérieur de la région montréalaise vont rouvrir le 1er juin. Mais si nous voulons continuer le déconfinement et la réouverture, il faut maintenir la discipline, respecter la distance et porter un masque en public. Donc, je compte sur vous tous. Merci. Et sur ce, je passe la parole à Sarah-Jeanne Labrosse. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, merci de me donner cette tribune-là. C'est gentil. C'est en choisissant de faire cette job-là, tout comme Funk, je pense qu'on ne s'attendait pas, comme Pierre-Luc Funk, je l'appelle Funk, excusez-moi. Je pense qu'on ne s'attendait pas à se retrouver ici aujourd'hui. En même temps, peut-être que notre parole a une portée plus grande que certains qui en mériteraient peut-être autant. Donc, merci. Je vais prendre la tribune. Première chose pour répéter aux jeunes, bravo, puis merci. Sérieusement, vous êtes bons. Sérieusement, je me mets à votre place puis je me dis que j'aurais rushé. Moi aussi, que ce soit en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, ça aurait été difficile pour moi de me faire annoncer que je devais vivre la fin de mon année scolaire en confinement, plus de proximité avec les amis, etc. Fait que merci d'être aussi bon. Vous l'êtes, sérieusement. Maintenant, on est là pour rappeler que les mesures, il faut continuer de les faire. Puis plus ça va, moins on est censé trouver ça difficile. Faut pas résister, faut pas se battre contre ça. Faut essayer de diminuer le plus possible les chances de propager ce virus-là. Puis on le sait pas, ni vous ni moi, si on l'a. Il y a toute la question d'être asymptomatique pendant une semaine. Ça se peut que je l'aie, ça se peut que vous l'ayez. Faut vraiment faire attention à ça parce que, ben, on sait les conséquences graves que ce virus-là peut avoir sur une personne ou sur une famille. Donc, on est là pour répéter que le 2 mètres, c'est important. Vous pouvez les voir, vos amis, les règles ont changé, les mesures ont changé. Il y a moyen quand même de retrouver une certaine vie sociale, ça fait du bien, évidemment en respectant le nombre de monde, la distance, etc. Mais de mettre le masque, c'est vraiment, réellement une façon de ne pas propager le virus. Fait que, s'il vous plaît, je vous fais confiance, en fait, je le dis, mais je me dis que vous allez le faire de toute façon. Mettre un masque quand on est dans un endroit non contrôlé, puis quand il y a des gens qui nous entourent, c'est être fin, c'est être brillant, c'est prendre soin de sa société puis de sa communauté, c'est être responsable, c'est être cool, c'est être les synonymes de cool que tu veux. Donc, je te remercie à l'avance, je te fais confiance. 2 mètres, porter un masque, pas de rassemblement. Puis bientôt, on va se faire des high-fives, j'ai bien hâte. Je passe la parole à mon ami. Oui, bien écoute, je suis extrêmement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Sarah-Jeanne. Puis en effet, on est ici pour s'adresser aux jeunes parce que je pense qu'en effet, on parle de tout le monde en ce moment, mais les jeunes, c'est quand même important en ce moment qu'ils sont en train de vivre une étape de leur vie importante dans le sens où ils sont en train de prendre leur indépendance, sont en train de se libérer de leur lieu familial, devenir qui ils veulent devenir pour le futur, décider
quels adultes de demain ils vont devenir. Puis en ce moment, on leur demande d'être confinés. C'est dur pour eux autres, mais ils sont avec nous, ils sont en train de se battre avec nous. Puis en effet, on est juste là pour rappeler que plus il fait beau, plus on a le goût de se regrouper dans les parcs, c'est tentant, on a le goût de voir nos amis. On peut voir nos amis à 2 mètres. Il ne faut juste pas oublier de prendre toutes les mesures possibles, c'est-à-dire porter le masque, le faire le 2 mètres. C'est vrai que quand tu ne ressens pas les symptômes, tu penses moins aux conséquences, mais ces conséquences-là peuvent être graves pour d'autres personnes. Fait que c'est important, même si nous, on se sent bien, c'est pas grave d'avoir un peu d'humidité en portant un masque dans le visage. Je veux dire, c'est la moindre des conséquences pour protéger les gens autour de nous. Puis c'est important de le respecter avec le 2 mètres puis les règles de distanciation. Mais plus on travaille ensemble, plus vite on retourne à cette vie normale qu'on avait avant. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour votre message. Un mot en anglais? Non, c'est pas... On va maintenant procéder à la période de questions. Les questions des journalistes en français d'abord. Je vous demanderai de vous nommer votre média et également vous en tenir à une question sans sous-question, s'il vous plaît. Bonjour, Annie Guillemette, Cogeco Média 98.5. Monsieur le Premier ministre, votre homologue à Ottawa ce matin a dit qu'il y avait des discussions en cours avec toutes les provinces, donc j'imagine avec vous aussi, à propos de donner 10 journées de maladie payées aux travailleurs. Il visait le mois d'octobre avec, bien sûr, le retour de la saison grippale et des nids qui coulent. Comment on peut... Premièrement, je veux savoir où est-ce qu'on en est rendu dans ces discussions-là et comment on peut articuler ça parce que ça va coûter très cher et les entreprises n'ont visiblement pas les reins assez solides maintenant pour le payer. Oui. Bien, écoutez, on est effectivement au début des discussions avec le gouvernement fédéral. Il faut voir là, qui paierait les congés, effectivement. Là, dans certains cas, les entreprises sont déjà en difficulté financière, donc ça serait difficile de leur demander de financer ces journées-là. Mais même dans l'organisation du travail, ça pose certains défis à certaines entreprises. Donc, on est vraiment au début de la discussion. C'est quelque chose qui est arrivé dans les derniers jours. Donc, on est en train d'analyser les impacts, puis nous-mêmes d'en discuter aussi avec les entreprises. Merci. Prochaine question. Bonjour, Monsieur Legault. Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Écoutez, il va faire chaud cette semaine. Le Québec pourrait vivre une des canicules les plus hâtives de son histoire. Il annonce, par exemple, 32 à Montréal demain. La plupart des chambres dans les CHSLD de la province ne sont pas climatisées. C'est entre 25 et 33 %, je crois. Comment, donc, s'assurer que les aînés dans les CHSLD ne souffrent pas de la chaleur, en plus de la crise sanitaire, bien sûr? Oui. Bon, ce qu'on avait fait depuis notre arrivée, il y a 1 an et demi, on a mis en place un budget spécial. C'est une trentaine de millions de dollars pour mettre des zones climatisées, ou des zones où il y a plus d'air frais, si on veut. Et évidemment, on n'a pas prévu à l'époque qu'il y aurait la COVID-19. Donc, actuellement, il y a 97 % des CHSLD qui ont des zones là, où il y a plus de fraîcheur. Par contre, ça suppose, dans certains cas, de prendre des résidents qui sont dans les chambres puis de les amener dans ces zones-là. On sait que un des objectifs qu'on s'est donné, mais ça va prendre un certain nombre d'années, c'est de remplacer les CHSLD par des maisons des aînés où chaque chambre serait plus grande puis serait climatisée. Mais on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, de construire les maisons des aînés. On va commencer à le faire cet automne. Il y a déjà une dizaine de projets qui sont annoncés. Mais actuellement, on travaille d'abord pour s'assurer que ça soit 100 % des CHSLD qui a au moins une zone pour regrouper les résidents quand il y a des journées de chaleur extrême. Là, on parle de... Ça arrive 3, 4, 5 jours dans un été. Donc, être certain là, qu'on soit prêt à y faire face. Mais honnêtement, il y a encore du travail à faire. Monsieur le Premier ministre? Oui. Oui, Daniel. En complément, à court terme, là, on se fait un peu prendre là, avec une canicule au mois de mai. C'est quand même pas très, très fréquent, là. Mais on a un plan qui devait se déployer au mois de juin
pour même ajouter des unités additionnelles là, de climatisation. Puis on va le devancer, on va l'accélérer. En fait, c'est parce qu'on a beaucoup d'édifices vétustes puis qui ne peuvent pas prendre, vous savez, au niveau de la prise électrique, là, davantage de charges. Mais il y a des unités extérieures qui existent par la fenêtre qu'on peut positionner là, dans certains CHSLD le plus possible, évidemment. Alors, on met de l'avant ce plan-là de façon accélérée là, pour répondre, évidemment, à la situation de canicule là, qu'on va vivre. Donc, ça va se faire à court terme. Merci. Prochaine question. Et bonjour à vous cinq, Andy Saint-André, TVA. Prendre la balle au bon de la question de mon collègue parce que je pense qu'elle est importante. Je comprends que les maisons des aînés s'en viennent. Je comprends qu'il y a des enveloppes qui ont été allouées. Mais là, on va se retrouver là, dans les prochains jours. Je sais qu'on planche sur des solutions. On n'avait pas vu ça venir. Il y a des gens qui nous écrivent. Je prends l'exemple ici. Il y a quelqu'un qui nous a écrit « Ma mère de 78 ans est confinée à sa chambre à cause de la COVID et la directive du personnel, c'est de ne pas faire fonctionner les ventilateurs. » Je sais qu'on attend toujours un avis de l'Institut national de la santé publique pour savoir la propagation du virus quant au système de ventilation. Mais là, ça s'en vient, là, la chaleur. Est-ce qu'on pense réquisitionner, par exemple, des hôtels? Ça pourrait se faire, ça, pour, disons, mettre les gens à un endroit où ils peuvent profiter d'un répit de chaleur, avoir un endroit frais. Ces gens-là sont inquiets. Ils ont raison de l'être. Il va faire chaud. Ils pourraient faire 30-35 dans une chambre, là, déjà, avec ce qu'on vit. C'est pas trop facile. Si vous me permettez, dans le courant de la journée, une directive va être envoyée à tous les PDG des CIS et des CIUS pour pouvoir justement s'assurer que les patients ne souffrent pas de chaleur comme tel. On sait qu'un avis de l'Institut, je l'ai lu, qu'il y a certaines façons de faire. Il ne faut pas envoyer l'air dans le visage des personnes, pour ne pas envoyer s'il y avait des gouttelettes sur le visage. Là. Mais c'est clair qu'on va le faire. On a ce plan-là. Depuis, indépendamment de la COVID-19, on avait le plan. On va l'accentuer. Et puis, localement, je ne veux pas éliminer des raisons, là, mais on va s'assurer même avec des génératrices extérieures, des mécanismes de ventilation qui sont faits avec des firmes spécialisées pour pouvoir, même dans une situation où il manque d'électricité, pour mettre des climatiseurs individuels, être en mesure de rafraîchir les gens. C'est clair que la préoccupation des personnes âgées en chaleur, déshydratation, effet pervers va être prise en considération en deçà du risque de COVID-19. Fait que soyez assurés qu'on va faire tout ce qui va être possible et tout dépendamment là, de la capacité et de l'évaluation locale qui va se faire, bien, d'autres alternatives pourraient être effectivement mises en place pour s'assurer que les gens aînés ne souffrent pas trop de la chaleur au cours des prochains jours de cet été. Je voudrais quand même profiter, si vous me permettez, de la parole que je prends pour remercier nos jeunes artistes qui sont parmi nous. Je dois avouer que vous faites un métier que j'aurais aimé faire, je ne vous le cacherai pas, mais on n'a pas tous la même chance dans la vie. Ben, il est encore temps. Vous taquine, mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'art est excessivement important. Je veux vous remercier pour votre créativité. Je veux vous remercier de vous occuper des jeunes, parce que moi, j'aime beaucoup les jeunes. Je me sens comme eux autres, même si je suis un vieux mononcle. Et porter un message par le vieux mononcle, c'est jamais aussi bon que par les pères du même âge. Je vous remercie de votre implication avec nous, parce que je veux rappeler à tous, ceux qui sont un cœur jeune, même les plus vieux, on voit dans les parcs beaucoup de gens, et c'est correct que les gens puissent se rassembler, que les gens sortent de la maison. Mais quand on vous dit de respecter les consignes de distanciation, de porter le masque, de vous laver les mains, je sais que je radote. Mais c'est majeur si on veut redonner aux jeunes, si on veut redonner à notre société une capacité de ne pas revenir en arrière. Les effets de ce qu'on voit fait actuellement vont apparaître seulement dans 2 semaines. Donc, on déconfine, on a comme un vent de liberté, mais c'est comme une liberté conditionnelle. Et je tiens à vous remercier. Et je tiens à remercier tous les jeunes. Et je comprends très bien l'impact que ça a de ne pas avoir un bal de finissant. J'aurais pas aimé ça, moi, vivre ça. Mais j'espère qu'on va vous redonner des choses plus importantes que ça. Puis je compte sur vous pour écouter nos porte-paroles jeunes, beaux, intelligents et créatifs. Vous, comme vous l'êtes tous. Et puis, je sais qu'on peut se faire confiance et j'invite tous les adultes à faire comme les jeunes aussi. Pour une fois, des fois, on reçoit des leçons, même des jeunes, par rapport à certains comportements d'adultes. Fait que j'en ai profité. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci parmi nous. Et continuez à porter le message. Vous êtes exceptionnels, la jeunesse. C'est gentil. Merci. Merci, Dr. Arruda. Prochaine question. Bonjour, Dominique Scali du Journal de Montréal. On entend de plus en plus parler d'adeptes de théories du complot ou de gens qui s'abreuvent à des sources d'informations peu fiables. Est-ce que c'est quelque chose qui peut freiner le respect des mesures et est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe?
Oui, c'est quelque chose qui me préoccupe. Là. Je suis toujours surpris de voir dans les sondages le pourcentage trop élevé de gens qui croient dans les complots. Évidemment, j'ai le goût de vous relancer à la balle. On a besoin de vous, les journalistes, pour donner la vérité, les faits. Mais on est dans une société où, je ne sais pas, là, on pourrait faire des grandes théories. Est-ce que c'est ça qui a remplacé la religion? Je ne sais pas. Mais c'est toujours surprenant de voir effectivement que des gens embarquent dans des théories du complot. Avez-vous le goût de rajouter quelque chose? Ben, je ne pense pas que c'est un complot. Mais je sais pas. Oui, ça nuit d'aller dans cette direction-là. Effectivement, écoutez, je pense pas qu'on aurait le goût de se faire un complot pour se situer dans cette perspective-là. Là. Ça existe toujours, ça, hein, quand on parle d'anti-vaccins, etc. Il y a toujours une partie de la population qui essaye de trouver ça. Mais il y a des sites de référence qui sont fiables. Même les lieux comme Radio-Canada font des différents médias, racontent les histoires de choses qui sont inventées, qui peuvent devenir épidémiques aussi, sous une sous-section. Mais c'est important de rester bien informé, puis de faire affaire avec une source fiable d'information, parce que c'est trop facile, à la fois, de manipuler les gens dans ces perspectives-là. Merci. Prochaine question. Bonjour, M. Legault, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. M. Legault et ou Mme McCann, je reviens avec une question que je vous avais posée au départ. Je sais que pour lever l'omerta, vous avez fait une adresse courriel de Mme McCann qui semble fonctionner quand même assez bien. La question que je vous avais posée, cependant, repose sur sur une autre balise. C'est celle du fait que, et vous parliez là, justement d'avoir des gens qui puissent avoir de l'information qui est vérifiée et crédible. Repose sur le fait que les interdictions des gens de parler aux médias sont toujours en vigueur. Il y a des clauses de confidentialité qui existent. Il y a même des mémos qui ont été envoyés où c'est écrit spécifiquement rien d'autre que ne pas s'adresser aux médias. Est-ce qu'on est en mesure, M. Legault, Mme McCann, d'assurer une amnistie aux gens qui nous parlent? Est-ce qu'il est possible de suspendre les clauses en question? Et est-ce qu'il est possible aussi de suspendre temporairement l'article 7 de la loi 87 qui protège les lanceurs d'alerte, mais qui ne les protège pas quand ils s'adressent aux médias? Bien, écoutez, c'est l'exercice dont je vous ai parlé, justement. Je me souviens la dernière fois qu'on est en train de faire revoir l'ensemble de ces ententes de confidentialité dans le cadre de ce qui est prévu dans les lois, hein, les différents articles de la loi. Alors ça, c'est en cours. Je pense qu'il faut faire ça de façon rigoureuse. Puis vraiment, moi, je veux vous dire que l'objectif premier, là, c'est de régler. On veut savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain parce qu'on veut régler les situations. Alors que les gens s'adressent à leur gestionnaire, puis que leur gestionnaire, parce que ça se passe beaucoup aussi dans les établissements, il ne faut pas le nier, là. Il y a des établissements où la communication se passe relativement bien, mais étant donné qu'on est dans une situation très complexe, très compliquée, puis qu'il y a eu quand même des années où il y a eu une culture organisationnelle là, qui ne privilégiait pas une communication à partir du terrain jusqu'à la direction, bien, il faut poser des actions. Moi, c'est ça qui m'intéresse, vous comprenez. Ce qui m'intéresse, là, c'est que les gens, on libère leurs paroles, là, parce que je sais que les solutions sont beaucoup sur le terrain, auprès des intervenants, auprès des gestionnaires terrain. Et c'est pour ça qu'on a eu plus de 2000 courriels. Et je dis au PDG, à qui je parle régulièrement, bien, il faudrait qu'il y ait un « vous écoute » dans chacun des établissements. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Et sans vous dire que c'est partout pareil, c'est inégal. Et on vit une situation complexe. Alors, on est en train de changer une culture organisationnelle. Et ça, ça prend un certain temps, mais on est en action. Puis tout ce qu'on fait actuellement, comme je dis toujours, on fait en 2 semaines ce qu'on aurait fait en 2 ans. Fait que là, on va le faire le plus rapidement possible, puis on va libérer la parole. Et en fait, les gens qui s'adressent aux médias, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu d'autres recours. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est qu'il y ait tous les recours possibles pour régler le plus vite possible. À partir du moment qu'ils n'ont pas eu de réponse là, dans tous les recours qu'ils ont, incluant « on vous écoute », bien là, je comprends qu'ils pourraient s'adresser aux médias. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Là. C'est pour ça que je vous pose la question. Et c'est pour ça qu'on est en train de revoir toutes ces ententes de confidentialité. Et on va revenir avec ça au moment où on aura revu l'ensemble de ce dossier-là, qui n'est pas simple, mais on veut vraiment arriver à bon port, puis arriver probablement pour l'automne avec un changement profond
dans la culture organisationnelle de nos établissements. Merci. Bien, moi, je n'ai pas rien à rajouter, sauf que depuis le début, le mot d'ordre que j'ai donné à tout le monde, c'est d'être à 100 transparent. Ne rien à cacher. Des fois, ce n'est pas l'information qu'on souhaiterait, les résultats qu'on souhaiterait, mais on essaie d'être transparent. Bon, évidemment, il y a des négociations actuellement dans la fonction publique, donc c'est pas toujours simple, les discussions avec les syndicats, mais encore là, ne rien cacher. Même les offres qu'on a faites aux syndicats, le président du Conseil du Trésor les a rendues publiques. Merci beaucoup. Prochaine question ici. Bonjour, Kathleen Lévesque, La Presse. Je voulais vous parler d'argent, comme la semaine dernière, mais cette fois-ci, on se rappelle que la RTM vous a déposé un plan de relance, à la demande d'ailleurs du gouvernement, là, au tout début du mois de mai. Il y a des projets, 16 projets, plus de 9 milliards de dollars rattachés à ces projets-là. Est-ce qu'il y a des choix qui ont été faits jusqu'à maintenant, et si oui, lesquels? OK. C'est pas complété, l'analyse. Actuellement, il y a une analyse qui est faite par François Bonnardel sur les transports. Mais rappelez-vous quand même qu'on a pris des engagements avant la campagne électorale. On veut un tramway qui part de l'est de Montréal pour s'en venir au centre-ville. On veut un tramway ou un REM est-ouest à Laval. On en veut 2 sur la rive sud, là, un sur le boulevard Tachereau, puis un davantage est-ouest. Il y a aussi des projets qui ont déjà été lancés, que ce soit de Montréal vers Laval ou que ce soit la ligne bleue. Donc ça se poursuit. Là, la RTM est arrivée avec d'autres projets. Honnêtement, c'est une question de priorisation. Moi, le message que j'ai donné aux gens chez nous, c'est que je ne veux pas qu'il y ait un employé de la construction qui ne soit pas en train de travailler dans les prochains mois puis pour les prochaines années. Parce que ça va être dur dans certains secteurs de recréer les emplois, mais des infrastructures, là, on a en masse à faire. Mais il s'agit juste de savoir quelle est la priorité. Et il y a des débats aussi à faire entre les demandes de ce qu'on appelle le 514, donc Montréal, puis les demandes du 450. Parfois, quand on parle au 514 ou au 450, les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est à nous de trancher, mais on est dans cette analyse-là. Vous souhaitez ouvrir ces chantiers-là dès la fin de l'été? Parce que quand on parle de rapidement, on parle de quoi? Bien, le plus rapidement, là, vous savez, là, le chantier du REM est déjà réouvert. On doit, avec François Bonnardel et le président du Conseil du Trésor, accélérer. C'est ce qu'on a annoncé, là, 3 milliards de projets qu'on va accélérer. C'est surtout dans 3 secteurs, donc le transport, les écoles, les maisons des aînés. Donc, le plus rapidement possible. Je vais vous donner une nouvelle, tiens. Il va y avoir un projet de loi qu'on va devoir faire approuver par les partis d'opposition pour accélérer certaines étapes préliminaires à la construction. Donc, j'espère avoir la collaboration des 3 partis d'opposition. Vous faites référence à la recommandation de la RTM à cet égard-là? Ça inclut ça, oui. Merci. Prochaine question. Hi, Alicia Rubertucci, City News Montreal. Premier Legault, with the target of 14,000 tests having been reached. Donc, nous avons atteint la cible de 14 000. À quoi nous attendre dans les semaines à venir? Parce que les gens retournent au travail aujourd'hui. Est-ce que vous allez accélérer la cadence davantage? Réponse. Moi, j'aimerais en faire davantage, jusqu'à 16 000 et même 20 000 plus tard. Mais avant tout, il faut avoir des gens qui sont prêts à être testés, c'est clair. Et nous voulons aussi nous concentrer sur des zones où il y a plus de cas confirmés. Et je suis content, et je le répète, si nous comparons
le nombre de tests par numéro ou nombre d'habitants, nous faisons plus de tests que l'Ontario, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie. Donc, je pense que nous en faisons beaucoup déjà. Mais j'aimerais en faire encore davantage. Et nous y travaillons. Mais est-ce qu'on peut se contenter qu'on a atteint la cible de 14 000? Prochaine question. Dr Arruda, le Québec rapporte encore des centaines de nouveaux cas par jour. D'où viennent ces cas? Comment le virus se propage-t-il? Réponse. Il faut comprendre que nous avons également un nouveau programme de tests. Les travailleurs de la santé et les gens dans les CHSLD, les résidences pour aînés. Et là, nous trouvons des gens qui sont asymptomatiques, mais qui sont positifs. Donc, cela en explique une partie. Donc, c'est pas nécessairement autre que les gens asymptomatiques ou les contacts asymptomatiques des cas. Il y a des petites éclosions dans les écoles. C'est pas très important comme phénomène en regard du nombre, mais plus que nous allons faire des tests, plus que nous allons trouver des cas asymptomatiques. Et c'est une bonne chose, parce que ces cas asymptomatiques vont demeurer avec un profil très faible de la maladie. Donc, ce qui sera important, c'est le suivi des hospitalisations et les gens qui meurent de la maladie. Et pour l'instant, même ici, à Montréal, même dans les zones à haut risque, la situation s'améliore. Par contre, et c'est très important à dire, et pourquoi la distance est importante, nous ne voudrions pas voir d'autres transmissions en lien avec des gens qui se sont trop rassemblés, trop rapprochés, ne se sont pas protégés par le 2 mètres. Donc, sur 573 nouveaux cas, il y avait environ 500 à partir de la grande région de Montréal. Question? J'aimerais revenir sur la climatisation. Que pouvez-vous nous dire sur l'équipement de ces centres pour que les gens puissent se rendre dans les zones de refroidissement? Parce qu'il y a des gens qui sont positifs qui ne peuvent pas rester dans leur chambre toute la journée dans la canicule. Donc, il faut les amener dans les zones refroidies. À quel point ces résidences sont-elles prêtes sans augmenter le taux de transmission? Réponse. Cela fera faire certainement un peu de gymnastique aux gestionnaires. C'est vrai, ce sera plus compliqué cette année. Je vous l'accorde. Il faudra faire preuve de beaucoup de prudence pour pas que les deux populations, infectées et non infectées, n'entrent en contact l'une avec l'autre. Mais nous savons quoi faire et comment le faire. Il y aura différentes solutions de rechange. Aurons-nous une pièce pour les gens qui ont la COVID et leur espace et une autre pièce pour les gens qui n'ont pas la COVID. Et les couloirs doivent également être protégés ou plutôt allons avoir, nous, plus d'équipements avec des génératrices. Donc, un équipement que vous pouvez rajouter à un immeuble et par l'entremise des entrées d'air que sont les fenêtres, faire entrer de l'air climatisé dans les chambres. Donc ça, c'est une autre solution technologique. Alors, tout dépend de la situation. Il est question de régions où la chaleur est plus importante, comme Montréal, entre autres. Donc, nous y travaillons déjà. Et puis, nous voulons que ce soit en place le plus rapidement possible. Bien sûr, les 3 jours qui viennent, nous ferons de notre mieux. Mais nous le voulons pour les canicules de l'été, ça c'est sûr. Question? Je pense que c'est pour le Dr Arruda. Depuis quelques jours, on dit que le gouvernement fait plus de tests et pourtant,
il y a de moins en moins de cas confirmés. Ça, c'est le contraire de ce qu'on aurait présumé comme scénario. J'aimerais vous demander, vous avez parlé que jeudi, vendredi, il y avait des nombres élevés de tests. Avez-vous les statistiques pour samedi et dimanche, par exemple? Pourriez-vous expliquer pourquoi on voit ce phénomène de plus de tests et moins de cas? Et pour M. Legault, pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous donne cette confiance qu'à mesure que le commerce au détail à Montréal va réouvrir, que le système de santé de Montréal peut absorber un nombre accru d'hospitalisations potentielles? Réponse. Avant tout, je pense qu'il y a une transmission dans les zones à risque qui est en baisse parce que les gens ont déjà été exposés à la maladie. Ce qui est bien à voir, c'est que le taux d'hospitalisation et de décès est en baisse. Donc, ça, c'est grâce à ce qui est arrivé il y a 2 semaines. Et ce qui arrive aujourd'hui, on le verra comme résultat dans 2 semaines. Il y a ce délai de 2 semaines. Avec les tests, les cas qu'on trouve, quand on les compare au niveau précédent, il y en a un qui baisse, l'autre qui monte, sont plus ou moins au même niveau. Et c'est normal que quand nous faisons plus de tests, il y a des gens asymptomatiques qui vont être révélés. Quand on teste d'autres populations, le taux de positivité descend. Quand on testait les gens qui revenaient de voyage, on avait beaucoup de gens infectés. Presque 16 à 17 des tests étaient positifs. Quand on le fait dans les CHSLD, dans la santé, donc autour de cela, nous avions également des 17, des 18 Quand on commence à élargir le champ des candidats, il y aura des gens qui ne seront pas infectés et qui seront davantage testés que quand on va dans des zones plus chaudes. Cela explique les chiffres. Ce n'est qu'avec le temps que nous serons en mesure de le faire. Et un autre facteur qui est important aussi, dans les tests, et nous allons essayer de faire monter, je ne dis rien, parce que je ne veux pas que le premier ministre... Oui, en anglais, on ne dit pas premier ministre, mais premier. Je ne veux pas me faire chicaner par M. Legault. On va voir les études sérologiques et séro-épidémiologiques. Et cela nous révélera combien de gens auront été infectés depuis janvier au Québec. Est-ce que c'est 5 6 8 Et ça, c'est fait par un échantillonnage statistique de la population. Et ensuite, nous aurons une meilleure idée du comportement du virus dans la population. Donc, le 21 mai, nous avions 16 273 cas. Donc, cas. Le 22, il y en avait plus de 15 000. Le 23, c'est 11 000. Un peu plus bas, donc c'est le week-end. C'est ainsi que les chiffres vont se comporter. Dimanche, les chiffres seront plus bas et lundi, on va probablement voir une remontée. Pour répondre à vos questions, ce que je pourrais rajouter, quand on regarde les dernières 7 journées à Montréal, il y avait 114 personnes de moins qui étaient en milieu hospitalier en lien avec la COVID-19. Donc, nous sommes maintenant à 1194. C'est encore assez serré, c'est encore fragile. C'est pourquoi nous rouvrons de façon graduelle. C'est pourquoi aussi nous disions qu'il nous faut être encore prudents. On ne peut pas se permettre d'avoir des augmentations rapides dans les jours à venir, voire les semaines, de gens qui doivent être hospitalisés à Montréal. Jusqu'ici, la tendance est à la baisse. Je suis content. Bien sûr, cette semaine-ci sera une semaine clé, car nous rouvrons aujourd'hui les commerces au détail. Il va falloir suivre la tendance de ces courbes. Clarification. Monsieur Arruda, nous aurons des tests sérologiques, ce n'est pas commencé? Réponse. IMA Québec procède à des tests, mais il y aura une étude qui sera effectuée. Ça va être planifié au Québec, mais en collaboration avec d'autres provinces également. Et je crois que ça sera fait au mois de juin, le plus tôt possible. Nous exerçons beaucoup de pression pour que ça se fasse. Pour ce qui est des lits en milieu hospitalier,
nous commençons des activités régulières en chirurgie. Les gens, ça fait longtemps qu'ils attendent pour leur chirurgie. Donc, nous voulons que nous puissions maintenir la stabilité dans les hôpitaux, mais c'est aussi pourquoi Pierre-Luc et Sarah-Jeanne sont venus nous aider. Parce que si les gens, non seulement les jeunes, mais chacune maintient la discipline, les consignes des 2 mètres, les masques et de se laver les mains, cela aura un impact direct sur le nombre de lits d'hôpitaux qui sont disponibles. Et c'est pourquoi nous voudrions que la situation puisse s'améliorer. Next question. Hey, Dan Spector from Global News. Mr. Legault, Monsieur Legault, j'étais curieux. Pourquoi vous avez changé d'idée sur la question des demandeurs d'asile? Réponse. Je ne crois pas avoir changé d'idée. Ce que je dis, c'est que nous avons 2 enjeux différents. Les demandeurs d'asile, d'une part, il faut être prudent. Je ne veux pas envoyer le message qu'à l'avenir, nous allons accepter chacune, si seulement ils trouvent un emploi au Québec. Ça, c'est la situation qui prévaut dans ce dossier-là. Mais il y a également un autre enjeu, à savoir qu'il est vraiment critique d'avoir plus de gens qui travaillent dans nos CHSLD. Donc, ces gens, ils travaillent déjà dans le milieu. Alors, comment pouvons-nous les faire passer par le processus d'immigration normale? C'est ce que j'examine. Bien sûr, il nous faudra discuter de cela avec le fédéral, mais ils ne seront plus des chercheurs d'asile, parce que les chercheurs d'asile, afin d'être acceptés, ils doivent pouvoir prouver que leur intégrité physique est menacée dans leur pays. Ça, c'est différent. Next question. Question. Amanda Klein with CTV. Étant donné que M. Ford, ce week-end, a encouragé chacun d'être testé, qu'ils aient des symptômes ou non, pourquoi le Québec n'emboîte pas le pas? Nous avons plus de cas et plus de décès, pourtant. Réponse. Soyons, pour être justes, nous faisons beaucoup plus de tests au Québec qu'en Ontario. Et je pense qu'avant tout, il nous faut nous concentrer sur les gens qui ont des symptômes. Mais après que vous les ayez testés, ensuite, vous pouvez aller tester les gens asymptomatiques. Peut-être ils sont à cette étape-là en Ontario, mais avec 15 000 tests par jour, nous faisons beaucoup plus qu'en Ontario. Une clarification, M. Legault, comme vous l'avez mentionné vous-même, cette semaine est critique parce que les commerces au détail vont rouvrir leurs portes cette semaine. Pouvez-vous rappeler aux gens quels sont les critères quand il est question de avec qui on peut se tenir, à quelle distance il faut se retrouver, car il y a une certaine confusion. Est-ce que c'est de la famille, c'est 10 personnes, pour que chacun puisse vraiment ramener à l'unisson? Réponse. Vous pouvez, dans un groupe qui ne dépasse pas le chiffre de 10 personnes à l'extérieur. Nous voudrions que ces 10 personnes viennent de ne pas plus de 3 familles distinctes. Ça, c'est une suggestion. Quand nous en discutons avec les représentants de la police, ce n'est pas facile pour les policiers et les policières. C'est facile de dire s'ils sont 10. Est-ce qu'ils viennent de plus ou de moins de 3 familles? Ça, c'est plus difficile, n'est-ce pas, à vérifier. Moi, je demande aux gens d'être prudents et d'essayer de se limiter à des gens qui vivent dans pas plus de 3 maisons. Et quand vous vous rencontrez, vous devez vous rencontrer dehors, vous devez rester à 2 mètres les uns des autres et porter un masque. Jusqu'ici, il n'est pas question de rencontrer des gens à l'intérieur. Nous y viendrons. C'est une approche graduelle et par étapes. Je veux qu'on garde la maîtrise du nombre de personnes qui seront et qui doivent être hospitalisées. C'est pourquoi nous faisons tout cela de façon graduelle. Monsieur le Premier ministre, moi, j'aimerais dire que je le recommande fortement. C'est que quand vous avez un contact avec 10 personnes qui viennent de 10 familles différentes, voyez-vous, c'est que le risque statistique est plus élevé que si vous êtes en contact avec 3 familles.
Parce que les gens de la même famille peuvent être ensemble, même à moins de 2 mètres, parce qu'ils sont à la maison, n'est-ce pas? Mais c'est 3 groupes de 3 expositions différentes. Mais si vous avez 10 familles différentes, écoutez, il y a plus de risques qu'une des 10 personnes puisse être malade sans symptômes. C'est pourquoi nous parlons de bulles de famille, entre guillemets. Et je comprends que parfois, ça pourrait être 4 parce qu'il y a quelqu'un qui vit seul. Mais quand vous augmentez le nombre de contacts différents avec des historiques différents, ce n'est pas parce qu'ils sont symptomatiques. Ils savent pas parfois qu'ils sont malades. Et vous vous exposez à plus de risques. C'est pure statistique. On ne va pas vérifier si vous êtes 4 familles ou 3. Mais n'oubliez pas, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas si cette personne est infectée. Donc, ce sera 10 parcours de vie parce qu'une seule famille, c'est pas la même exposition. Comprenez-vous? C'est ce qui met fin Merci au point de beaucoup, presse. Merci, journaliste. Merci en particulier à Sarah-Jeanne et à Pierre-Luc. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. Bonne journée tout le monde. C'est très important. Le premier ministre qui remercie la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk.